Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve comme chaque semaine pour vous parler des actualités ludiques avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Et bonjour Martin. Je trouve que je le fais de mieux en mieux le bonjour. On a l'impression que c'est vraiment naturel, vraiment la première fois. Et bonjour à tout le monde dans le chat et bonjour YouTube. Et Pénélope, tu étais en concert, je crois, juste mardi, c'est ça ? Mardi soir, j'étais en concert, oui, parce que j'ai un groupe de pop rock, rock quand même, plus rock que pop, et on bosse beaucoup là en ce moment et on reprend les dates. Donc je joue à l'Échelle dans le Nord le 7 juillet si vous êtes dans le coin, et au Festival de Poupée le 11 juillet si vous êtes aussi dans le coin, mais la date est pleine. Alors on commence par l'actualité de Pénélope, c'est notre nouvelle rubrique de début d'émission ludique. Je plaisante, vous inquiétez pas, il y aura de l'actualité à monde de jeu dans les prochaines semaines parce qu'on prépare des trucs aussi incroyables. On aura l'occasion de pouvoir ouvrir également cette émission. Comme chaque semaine, on a un petit sommaire avec quelques sujets que nous allons aborder. Alors, nous avons notre bonjour d'intro, on est en train de le faire. Les news, il y en a très très peu cette semaine, donc ça sera une rubrique ultra rapide. Les sorties, il y en a beaucoup cette semaine, donc ça sera une rubrique ultra longue. De 2h30. Les financements participatifs, on en a repéré quelques-uns. La boutique de la semaine, c'est notre nouvelle rubrique. On revient chaque semaine sur une boutique et cette semaine, on vous emmène en Belgique. Ça sera l'occasion on aime bien vous montrer quelques photos et regarder ce qui se passe aussi en dehors de notre studio de tournage, puisque le monde du jeu ne se passe pas que là. Et on terminera avec les vidéos qu'on a diffusées sur notre chaîne. Voilà pour notre sommaire. Et on va commencer, comme chaque semaine, par la news, parce qu'on n'a qu'une seule news cette semaine. Non, en cherchant la seule, effectivement, actu un petit peu notable sur laquelle je suis tombée, c'est qu'Essen a annoncé qu'il repensait, alors le Festival d'Essen, hein, le grand le Spiel, le salon d'Essen du jeu, qui est le plus grand salon, on va dire, ludique au monde, ou presque, de jeux de société. C'est vraiment assez dingue. Si vous n'y êtes jamais allé, c'est une expérience à faire. Surtout que c'est pas très loin de chez nous en réalité. Ils ont annoncé qu'ils restructuraient tout l'espace d'exposition et que les distributeurs, les éditeurs allaient être placés d'une façon différente et que maintenant ils allaient beaucoup plus placer tout ça en fonction des types de jeux et non pas en fonction justement, historiquement, on avait un peu les éditeurs français quelque part, les éditeurs allemands ailleurs. On avait certains halls qui étaient plus vides que d'autres, on va dire. Et là, ils ont vraiment décidé qu'il y aurait un espace enfant, un espace famille, un espace peut-être avec des jeux miniatures, un espace avec le role-playing. Alors, ça avait commencé puisqu'on avait vraiment les jeux de rôle à un endroit. Oui. Et là, ils vont vraiment un peu... tous les éditeurs, distributeurs dédiés jeux experts seront ensemble. L'idée étant que les publics aillent aux bons endroits, là où ça les concerne. Moi, je crois que j'aimais bien ce côté où tout était mélangé, où tout était un peu foutraque sur Essen. Moi, je préfère, et surtout, il y a ce côté où on se dit, mais comme il y a quand même beaucoup plus de public pour les jeux familiaux et initiés que pour l'expert, peut-être qu'il y aura un déséquilibre on a envie d'imaginer qu'il y aura un déséquilibre dans les halls et peut-être des problèmes d'embouteillage devant certaines zones. Ah oui, c'est tout à fait possible, parce que c'est vrai qu'il y avait certains stands qui nous attiraient beaucoup, avec des jeux qui nous parlaient, mais qu'on allait trouver dans le hall 12, un petit peu cachés derrière plein de choses complètement inintéressantes, des costumes, des choses qui ne nous intéressent pas spécialement au départ. Là, si tout est au même endroit, ça risque d'être archi bondé sur ces stands-là. Voilà. Et sinon, on va commencer par passer cette nouvelle. On va parler forcément du tour du monde ludique. Et vous le savez, maintenant, on a un jingle, donc on va profiter de ce jingle. Le tour du monde ludique, en commençant par chez nous. J'ai pas changé les musiques des jingles. À chaque semaine, j'essaierai de les améliorer un petit peu. Pour l'instant, c'est toujours la même musique. C'est parti. Oh, wow. Allez, vous pouvez nous entendre pendant le jingle. Ça a un petit peu changé. Le tour du monde ludique, on va vous parler des jeux qui vont sortir dans les mois qui viennent, peut-être dans les années qui viennent, et qui vont déjà sortir en France, parce qu'il y a les deux catégories. Il y a les jeux qui vont sortir chez nous, et puis les jeux qui sortiront à l'étranger. On vous citera les pays. Quel est le premier jeu dont on parle, Pénélope ? Alors, tu as noté Wonderland's War en français chez Lucky Duck.
Oui, et ça, c'est un jeu auquel j'ai eu la chance de jouer en version, parce qu'il y avait le Kickstarter qui était sorti, et ça m'avait vraiment beaucoup plu, donc je trouve que c'est une très chouette nouvelle d'apprendre que le jeu sera disponible en version française. Moi, ça fait un petit moment que j'attendais, notamment que je surveillais pour voir s'il allait avoir une réédition du Kickstarter notamment, puisque c'est un Kickstarter avec un matériel qui était vraiment très très chouette. Là, je ne sais pas si ça sera la même chose. Sans doute qu'il sera plus accessible. C'était une très très grosse boîte, les grosses boîtes... Oui. Très large, je cherche le nom de l'éditeur d'origine. J'allais dire, on voit déjà que le plateau est moins grand que dans le Kickstarter, ce qui est plutôt mieux. Moi, quand j'avais joué au jeu, j'avais trouvé le jeu très chouette, mais je m'étais dit que le matériel était quand même très disproportionné par rapport à la nature du jeu lui-même. Ça pouvait tromper sur la marchandise. Des fois, on dit grand plateau, grand jeu, non jeu. Et en fait, non, c'est un jeu qui est assez finalement accessible enfin accessible, on s'entend. Mais c'est tu me corriges si je dis une bêtise, mais ça, il me semble que c'était du backbuilding avec un jeu à un côté rondelle. Alors, je n'ai jamais réussi à trouver un mot correct pour traduire ce mot. Je pense que c'est critique pour tout le monde, cet aspect-là. Voilà, mais c'est le fait qu'on avance en rond sur une piste et on prend des choses au fur et à mesure et en fonction on ne peut aller que dans un sens. Un peu comme dans un Iki, par exemple. Et là où on s'arrête, on récupère quelque chose. Et donc, on va construire un backbuilding. J'avais acheté le jeu précédent, Tidal Blades, de cet éditeur, Druid City Games. Et j'avais trouvé ça plutôt sympathique. Et c'est la période où je pouvais encore acheter les jeux plutôt à l'européenne, parce que moi, c'est plutôt ce qui m'intéresse, c'est les Eurogames, davantage que les jeux à l'américaine, les Ameritrash. Et maintenant, ça devient très compliqué de suivre tous les KS. Donc, je fais une sélection et à partir de celui-ci, je n'avais pas acheté celui-là. Il m'avait un peu tapé dans l'œil, mais je ne l'avais pas acheté pour autant. J'avais eu la chance d'y jouer derrière. Je regrette de ne pas l'avoir. Ça sera l'occasion de l'avoir puisqu'il va sortir donc chez Lucky Duck Games. Bonne nouvelle. On ne sera pas obligé de mettre 200 € dedans pour pouvoir y jouer. L'annonce suivante concerne un jeu de Phil Walker Harding. C'est un auteur que je suis toujours avec beaucoup d'attention. Oh oui, moi aussi, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et en plus, alors je suis, moi, très, très contente. J'avais eu la chance d'y jouer quand c'était encore en prototype et j'avais un petit peu craqué. Alors, ça fait un bout de temps, hein, donc il faut rejouer à ces jeux auxquels on a eu un petit coup de cœur il y a 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus. Et donc, Spellbook, c'est un jeu qui va sortir chez Space Cowboy, donc effectivement... Phil Walker Harding est illustré par John Campos, si je ne dis pas de bêtises, je n'ai plus son nom, John de Campos, voilà. Et c'était un petit jeu pour... alors, il y a écrit 2 joueurs. Moi, ce n'est pas du tout le souvenir que j'en avais. Pour moi, c'était plutôt 2-4 joueurs. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a écrit sur la boîte. Mais en plus, il y a des images où on voit 4 joueurs autour de la table. Donc, là, c'est Board Game Geek qui se trompe. Dans lequel, en fait, on va avoir tous 8 cartes de sorts en fait devant soi qu'on va pouvoir déclencher en récupérant les bonnes ressources et en fonction des sorts qu'on va choisir de développer. À chaque partie, ça sera différent. En fonction des sorts qu'on va choisir de développer, ils vont comboter entre eux et ils vont nous permettre de ramener des points. En fait, c'est vraiment c'est très très chouette. Moi, j'en ai un très très bon souvenir. Je peux pas vous redire exactement la règle parce que ça fait trop longtemps et qu'elle est pas encore. Ils n'ont pas encore beaucoup communiqué dessus. Mais c'est un sorte de deck builder et de cartes à usage multiple, etc. Donc, non, très, très bien. Et il arrive... c'est enfin annoncé. Moi, c'était un des jeux que j'attendais impatiemment de voir annoncé. Alors, on aura la chance d'y jouer. Je suis que de le découvrir également. Ensuite, on a des annonces de jeux chez Yellow, plusieurs jeux qui sont annoncés. Alors, certains qu'on connaît déjà quand même, voire la plupart, mais quand les éditeurs communiquent, notamment sur les réseaux sociaux, on est content aussi de relayer. C'est l'occasion de redire un petit mot sur ces jeux dont on a entendu parler. Voilà, il y en a dont on sait, Ancient Knowledge, on y a joué pendant les Sabliers d'Or, on en a parlé plein de fois, c'est le jeu de Rémi Mathieu, illustré par Émilie Rotival et Adrien Rive et Pless. Alors, je ne vais peut-être pas citer tout le monde, parce que là, il y a plein de monde pour chaque jeu. Mais pour moi, les 2 surprises, alors déjà, Château Aventure, la suite, peut-être que je l'ai su, mais je ne m'en souvenais pas et je suis contente parce que j'avais trouvé Château Aventure
rigolo, moi. Et c'était très très chouette. Moi j'adore ce jeu. C'est vraiment un de mes jeux favoris. On en avait parlé sur le canapé. Si vous voulez plus d'informations, parce que je les ai plus toutes en tête, mais on en a parlé sur le canapé Yellow qu'on a enregistré avec Lorraine et Marion. Je crois qu'il y a aussi un changement de format sur Château Aventure. Il y aura plusieurs boîtes qui vont sortir. Elles seront par série de 6 aventures, alors que c'était jusqu'à présent une boîte de 12 qui était sortie. Voilà, un petit changement, mais on est très content de voir le jeu revenir. C'est pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un genre de jeu où un joueur va jouer le maître du jeu et faire jouer les autres, et il joue en fait l'ordinateur, entre guillemets, qui parle aux autres joueurs qui, eux, vivent une aventure, se promènent, et quand ils échouent, ils recommencent au début. Et c'est assez rigolo. Potage sauvage, ça c'est surprise pour moi aussi, et ainsi que le suivant, Clash of Magic Schools. On voit que les deux... Alors, il y en a un, c'est Rainer Knizia, qu'on ne présente plus, et l'autre, c'est Uwe Rosenberg, qu'on ne présente plus non plus, avec Hagen Dorgaten, l'un illustré par Jérémy Fleury et l'autre par Nayab, donc des auteurs prestigieux s'il en est. Et Potage sauvage, on a fait une vidéo dessus, nous, qu'on n'a pas encore diffusée. D'ailleurs, je me pose une question, je me demande d'ailleurs si ça vaudra pas le coup, parce qu'on est en train de réfléchir à notre newsletter. Si vous êtes abonné à notre newsletter, vous savez que vous ne l'avez pas reçu depuis 2-3 semaines. Là, on est en train de réfléchir à une petite évolution de son format. Et il est tout à fait possible que dans les évolutions, on la réserve à nos abonnés 3 semaines par mois. Et dans ce cas-là, on mettra des avant-premières dans cette newsletter. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, ils auront la possibilité de voir des vidéos un petit peu en avant-première avant leur sortie directement pour avoir des avis sur Potage sauvage, par exemple, savoir comment ça fonctionne avant tout le monde. Je trouve d'ailleurs que alors moi je sais pas si tu peux montrer l'image de Clash of Magic Schools en grand, mais vraiment l'image, l'illustration de Nayad, ça fait vraiment rêver. Je vois pas du tout. Là c'est vraiment, on est sur du teaser, c'est-à-dire qu'il y a pas, on nous dit pas comment ça se joue, on nous dit pas rien, mais on a une belle pochette et on a les noms des auteurs. On ne peut que rêver dessus, mais ça, je trouve ça très, très chouette. Moi, Uwe Rosenberg, c'est sans doute mon auteur favori avec Vladas Vatil. C'est les deux que je trouve... alors, pour des raisons complètement différentes. Rosenberg, parce que c'est mon type de jeu. Vladas Vatil, pour son ingéniosité et sa capacité à se renouveler. Ça fait partie des auteurs étrangers. Je ne vais pas parler des auteurs français pour pas qu'ils soient tristes, mais parmi les étrangers, c'est les noms qui me reviennent le plus. Ouais. Et voilà. Et une petite extension pour Bunny Kingdom, qui est Bunny Express. Donc ça, c'est une toute petite boîte qui est annoncée aussi également. Voilà pour cette news sur les jeux Yellow qui arriveront prochainement. On a différentes Thierry couvertures. Lalune dans le chat qui dit « Nayad, c'est amateur ». Vous réglez vos comptes ailleurs, les mecs. Et maintenant, le tour du monde. Alors, avant, tu avais plusieurs coups sur After Us. Pardon. Qu'on va quand même montrer très rapidement, puisque car tu as trouvé cette information sur Facebook, sur le Facebook de Ketchup Games. Ouais, j'ai presque hésité à le mettre dans les news, et puis c'est plus parce que je trouvais ça sympa de les montrer. Ils avaient annoncé que toutes les versions d'After Us dans le monde auraient une couverture différente et customisée en fonction du pays. Et je trouve ça super. Ouais, c'est une chouette idée, ouais. Et donc, voilà, nous, on a la Tour Eiffel, mais les Allemands auront la porte de Berlin, les Anglais ont Big Ben, les Romains ont le Colisée, et donc ça, je trouve ça... les Italiens ont le Colisée, et ça, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Ça pousse à une collectionnite évidente. Ça va être compliqué quand même. Mais ça fait quand même cher la collection, quoi. C'est-à-dire qu'avoir... Et puis, ça prend de la place. Mais... c'est une très, très, très jolie initiative, je trouve. Vraiment sympa. Et donc, j'avais envie de le montrer. Et le dernier petit jeu, je suis tombée dessus. C'est un jeu qui a été annoncé chez un éditeur moins connu, qui a fait quelques jeux, mais qui s'appelle Débacle le jeu. Ouais, c'est l'éditeur. On a comme distributeur Ludistri, que vous connaissez peut-être, qui distribue quelques jeux, et c'est leur éditeur. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, l'une des annonces, c'est Kaori. Je n'ai pas regardé, moi, encore. Tu as peut-être... Voilà, Kaori, qui est un jeu de Charles Couronneau et illustré par Jérémy Fleury. Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'infos dessus, encore une fois. Et on est sur une île au nord de la Nouvelle-Zélande. On va incarner soit le peuple maori, soit les Anglais, soit les opossums, soit les kiwis. Ça, je trouve ça très drôle. C'est les 4 peuples, donc... animaux et humains.
Et on va chacun défendre son territoire on contrôle du territoire, on a de la majorité, et chaque faction a son propre pouvoir, son propre deck de cartes, objectif et mécanique. Alors ça fait résonner un peu Root, mais voilà, il y a Rachel dans le chat qui nous dit que c'est un Root à apprentissage en 10 minutes chrono. C'est un peu ce que j'allais dire, j'ai l'impression que c'est Root, mais plus accessible et moins complexe. Il faut dire que Root, fallait se refaire la règle de chaque faction avant de refaire une partie, ou presque. Passons maintenant au tour du monde réel, puisqu'on va quitter la France pour aller dans différents pays. C'est la partie que tu prépares, un peu en solo d'ailleurs ces derniers temps. Mais j'aime bien moi ça. Ouais. Moi aussi j'aime beaucoup la découvrir, en fait je la découvre aussi pendant l'émission. On se répartit les tâches dans la conception de cette émission. Moi je m'occupe des visuels et tu t'occupes plus particulièrement de cette partie-là. Ouais. Et moins d'annonces aussi cette semaine à travers le monde, et puis pas mal plus de Kickstarter, donc pas mal des jeux que je voyais en fait étaient sur Kickstarter. Donc on commence par Medang, qui est un jeu, pardon, je vais enlever ma sonnerie de téléphone, c'est assez gênant. On va jouer une civilisation hindouiste, bouddhiste au 7e siècle sur l'île de Java. Et on joue une dynastie parmi d'autres. Alors, elles ont des noms assez compliqués à prononcer, mais les Dharmasetu, les Dharinindra, les Panan 40. Donc voilà, je vous laisserai regarder. Chacun choisit le sien. Et on va essayer de prendre le contrôle du temple tout en le construisant. Donc, c'est un petit jeu de pose de tuiles et de majorité. Chacun son tour, on jouera des tuiles et on va collaborer sur le même temple. Et à la fin, c'est celui qui aura placé le plus de tuiles qui sera le gagnant. Bien sûr, on n'a pas plus de précision là-dessus, mais on est donc sur un petit jeu de Tony Lopez. Et donc, c'est TCG Factory qui développe ça, et c'est en Espagne. Voilà, c'était le premier jeu de notre petit tour du monde. On part cette fois-ci en Corée pour aller découvrir un jeu dont le titre est assez évocateur sur le contenu qu'on va trouver à l'intérieur, puisqu'il s'agit de Tangram City. Tangram City de Uwe Rosenberg, un auteur coréen bien connu. J'aime pas trop Uwe Rosenberg, moi. C'est pas... Le mec se contredit 10 minutes plus tard. Oui, c'est ma spécialité. Pardon, c'est un jeu donc de Uwe Rosenberg. Ça ressemble à du Uwe Rosenberg, c'est-à-dire que c'est du placement de tuiles. On va devoir placer des tuiles qui sont ordonnées de façon aléatoire, mais dans un certain ordre. C'est-à-dire qu'on sera contraint de placer telle tuile, puis telle tuile, puis telle tuile. L'idée, c'est que cette cité va devoir être équilibrée entre sa partie citadine, les tuiles rouges, et sa partie nature, les tuiles vertes. Il faut garder un équilibre pour être dans une société, enfin j'imagine une cité zen, voilà, et respectueuse. Et il va falloir faire des rectangles. Alors ça, c'est la partie que j'ai moins bien compris, c'est faites des rectangles pour marquer plus de points. Ok. Donc on va placer, j'imagine, les tuiles au fur et à mesure en essayant de respecter des contraintes. Ça m'a l'air assez facile de règles, assez accessible. On est sur du 8+, des parties d'une demi-heure. Ça, Uwe, il en a fait plein. Parfois, c'est génial. Parfois, c'est sympathique. C'est jamais vraiment mauvais. Donc, pareil, moi, j'aimerais bien y jouer. J'aime bien la couverture aussi. Rigolote. L'artiste est Makoto Takami. On part au Canada à présent. Oui, avec un jeu qui nous... Alors, c'est quoi? C'est du saut à la perche, c'est ça? C'est le sujet de ce jeu? Pas du tout. Alors, on est chez Inside Up Game. Inside Up, ils se sont fait connaître récemment très, très fort parce que c'est eux qui ont fait Earth, qui a été le jeu qui a fait du bruit pendant les 5 premiers mois de cette année. Et ben là, ils ont donc annoncé Perch, qui est en fait perchoir. Et c'est un jeu... Je suis déçu. Oui. Un jeu de saut à la perche, je m'y voyais déjà. C'est un jeu de Douglas Ettrick, illustré par Anna Katharina Bloch, pour 2 à 5 joueurs et des parties d'environ 1 heure. Et on est sur du jeu encore ici de majorité et de backbuilding. Alors j'ai essayé de comprendre un petit peu le fonctionnement en lisant le pitch. C'est pas si simple que ça. Ce que j'ai compris en tout cas, c'est qu'il y avait une histoire de territoire et de perchoir d'oiseaux, que nous jouons un peuple d'oiseaux, notre bande d'oiseaux, hein, on va dire, et qu'on va essayer de garder le territoire et voilà, d'être le plus majoritaire et par les perchoirs qui sont présents un peu partout. Mais il y a toute une histoire de backbuilding dans laquelle on va placer des oiseaux, on va en piocher, on va devoir
placés dans des lieux. Bon, on en saura plus tard, mais voilà, c'était une annonce canadienne cette fois-ci. Alors, on revient en Europe. Je regarde si tu nous fais pas... Parce qu'il faut faire attention quand même à l'empreinte carbone. Donc, j'espère que tu nous fais pas revenir en Europe pour repartir ensuite si, à la fin, je crois que j'ai pas noté, mais parce que j'ai cherché partout où est-ce qu'ils sont. Mais je crois que c'est outre-Atlantique. Ah, mince. On vérifie. Alors, le jeu suivant, c'est 890 Anno Dominici. C'est un jeu italien cette fois-ci, de Emanuele Briano. C'est Gaeton Games qui édite et c'est illustré par Jules Dubost. Emanuele Briano, on le connaît pour avoir fait 80 Days, 80 jours. Oui. Donc, qui n'avait pas marqué qui n'était pas incroyable dans mon souvenir, mais... Tu y as joué à 80 jours? Parce que moi, je me souviens pas. Ouais, ça fait partie de ces jeux. Je crois qu'on l'a sorti au chalet, on l'a bien regardé, il me semble pas qu'on y ait joué, ce qui est une faute professionnelle. Et voilà, on va corriger ça à l'occasion de la sortie de ce jeu-là. Alors là, on est sur un city building médiéval, donc construction de cité. On voit qu'on a des petits plateaux chacun dans lesquels on va poser des tuiles pour construire une cité avec ses fortifications, ses champs, des bâtiments religieux. Alors moi, ma grosse question, c'est quand je lis le pitch, ils disent va y avoir des champs, va y avoir des bâtiments religieux, des auberges, des tas de choses et tout. Et je vois qu'il y a à peu près 9 tuiles par plateau. Donc, je suis pleine de questionnements. Oui, ça a l'air assez simple. Voilà, ça a l'air assez simple. Ça se passe en Provence en 890, dans les champs de lavande et ensoleillés de la Provence. Et nous sommes les protecteurs de ces terres et on va devoir donc développer notre petit domaine en le protégeant. Et bon, je pense qu'au final, ça sera juste... avoir des points en fonction de comment on a bien construit notre cité. Maintenant, il y a cette notion de protection et je pense que du coup, il y aura peut-être soit de l'interaction entre les joueurs, soit des événements qui viennent détruire notre zone si on ne l'a pas bien protégée, des choses comme ça. Bon, ça nous a permis de nous rappeler que 80 jours, il faudra que je le ressortirai parce qu'effectivement, ça fait partie des jeux. On en reçoit tellement que des fois, il y en a certains qu'on pose sur la pile et qui ont été rangés un peu trop tôt dans les étagères. On enchaîne avec Kelp. On part en Allemagne cette fois-ci. Nous partons en Allemagne chez Wonderbow Games qui édite donc un jeu de Carl Robinson illustré par Weberson Santiago qui a la cote, mais oui, qui a la cote en ce moment. Il faut dire que c'est quand même vraiment beau. Cette fois-ci, le jeu s'appelle Kelp et on est sur un jeu de joueurs totalement asymétrique. Alors c'est rigolo parce que on va jouer soit la pieuvre qui doit échapper au requin, soit le requin qui doit manger la pieuvre. Il y a du deck building, du dice bag building et je vois pas encore tout à fait le gameplay comment il se situe, mais j'ai l'impression que c'est quand même dans l'idée de pagan light un peu, un pagan allégé. Ou un Now You've Been Eaten, où vraiment il y a deux objectifs différents, deux joueurs qui s'affrontent avec presque des mécaniques différentes. Donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas, jolie couverture, on a envie d'y jouer. L'auteur, Carl Robinson, je ne sais pas si je le connaissais déjà. Non, oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Est-ce qu'il a déjà signé des jeux? Effectivement, il n'y en a qu'un indiqué sur Board Game Geek, la référence en termes de catalogue de jeux de société, d'encyclopédie, on pourrait dire. Et le dernier, donc Lacuna, on ne sait pas où on part. Alors ça me plaît. Alors c'est le genre de jeu où on pourrait se dire, quand on regarde la couverture, quand on vous dit oui, c'est un jeu abstrait, qu'on a déjà vu ça 110 fois, etc. Sauf qu'il y a une idée originale et ça, j'aime bien. Donc, c'est pour 2 joueurs, ça 10-15 minutes. On est vraiment sur du jeu abstrait, très accessible, tellement accessible que la règle tient en une ligne qui est dans la description, qui est la règle est simple. Tracer une ligne imaginaire entre 2 fleurs, placer un pion et récupérer les 2 fleurs. Et en fait, ce qui est sympa, c'est qu'il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de case, il n'y a pas de délimitation sur le plateau. C'est un plateau en tissu avec aucune marque et les fleurs sont lancées dessus. Et on va devoir... Alors, après, j'ai pas le reste des règles, mais on va placer un pion entre 2 fleurs et pour récupérer les fleurs entre lesquelles on se place. Après, comment ça score
Quel est le but exact? On ne le sait pas encore. Je trouve juste que cette idée... Moi, j'aime bien les jeux qui s'affranchissent des cases, des plateaux et qui essayent de sortir un peu des bornes traditionnelles. C'est pas facile. Parfois, ça fait des jeux qui... faut voir si c'est pas un poil trop léger. Oui, c'est possible, ouais. Voilà. Mais si ça fonctionne, ça peut être super. En tout cas, c'est livré avec des noix de cajou et rien que pour ça, ça me donne très envie de découvrir le jeu. Et à boire, et à boire. On a terminé avec les sorties annoncées, donc notre petit tour du monde ludique des jeux qui arriveront prochainement dans les boutiques et peut-être sur vos tables. On enchaîne maintenant avec Board Game Arena, la plateforme de jeux de société en ligne sur laquelle vous pouvez jouer à plein de jeux de société avec des joueurs du monde entier. On en parle chaque semaine et le jeu qui vient d'arriver sur Board Game Arena, c'est Anachronie. Ouais, et ça c'est fou. Ouais, c'est toujours cette... parfois des jeux qui sont récents et parfois des jeux qui datent un petit peu plus, puisque Anachronie, ça date de 2017. C'est un très gros jeu dans lequel on va faire du placement d'ouvriers. On va aussi faire des prêts par rapport à son futur, puisqu'on va s'emprunter, on va jouer avec une machine à voyager dans le temps pour s'emprunter des ressources du futur en essayant de ne pas créer des paradoxes temporels. C'est assez astucieux comme mécanique. Moi, ça m'avait bien plu à l'époque. Je n'ai pas rejoué depuis très longtemps à Anachronie. Moi, ça fait partie des jeux auxquels je n'ai pas joué parce que... Mais oui, j'ai honte. Non, mais parce que j'ai failli y jouer 2 fois, parce que 2 fois, on a sorti le matériel et on a lu la règle. Puis c'était l'heure de rentrer chez soi. Non, la première fois, ça nous a vraiment fait ça. On s'est dit, allez, on y va, c'était dans un bar à jeux, et le temps de tout sortir et qu'on nous explique, il était 23h. Donc, on s'était dit, on jouera la partie le lendemain, tout ça, puis ça n'est jamais arrivé. Donc, moi, je suis très contente que ça arrive sur Board Game Arena parce que c'est un jeu qui m'a l'air long à installer. Et je vais peut-être même le découvrir comme ça, même si je sais que c'est un peu... moi j'ai du mal, ça. Découvrir un jeu que je ne connais pas sur Board Game Arena, j'ai beaucoup de mal parce qu'il faut vraiment se mettre dans la règle et la première partie, elle va pas être très maîtrisée. Mais ça me permettrait de connaître la règle avant de l'essayer c'est une des possibilités. En physique. Il est au chalet, sinon dans sa version Deluxe. Donc on a la possibilité aussi d'y jouer, mais on sait qu'on n'a jamais suffisamment de temps pour jouer à tout. Si on pouvait avoir 2 vies, je saurais comment les remplir. Moi aussi. Ça, c'est chouette. Ça serait une bonne idée. Les festivals. Alors, on a trouvé un seul festival cette semaine. On vous met le visuel. Ça, c'est le week-end de l'année où il n'y a qu'un festival. C'est presque un événement à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Alors, on se fie toujours au site subverti.com pour regarder la liste des festivals. Cette semaine, le festival qu'on nous annonce, c'est celui qui se tient à Chalosse, si c'est le nom de la ville. C'est le 17 juin, donc ce week-end, de 10h à 2h. Ouais. Donc c'est un petit événement sur la place de la mairie. Place de la mairie de Nousse. Donc ça doit être Rejoignez-nous. Ouais. Rejoignez-nous. Ça doit être à Nousse plutôt qu'à Chalosse, dans ce cas-là. J'adore les jeux de mots sur les affiches de festival. Rejoignez-nous et jouons. Ok. Merci pour ça. Et on en a fini déjà avec notre rubrique sur les festivals. On va passer à la grande rubrique des sorties, mais avant ça, évidemment, on va avoir le plaisir, le bonheur intense de voir un petit jingle sur les sorties de la semaine. C'est très bien ces jingles parce que ça me permet pendant ce temps-là de chercher en fait, parce qu'il y a toujours ces petits blancs dans lesquels je suis en train de chercher les différents jeux dont on va vous parler. C'est bon, je les ai trouvés, on va pouvoir se lancer. On a pas mal de sorties cette semaine, pas mal de jeux qui arrivent en boutique. Alors, on avait parlé la semaine dernière de cette nouvelle petite gamme de jeux intitulée Ouvrez et jouez qui est publiée par Yellow. Il y a 3 jeux qui sortent. On vous en a déjà parlé la semaine dernière. On va les citer très rapidement. Ce ne sera pas dans l'ordre dans cette représentation, mais vous allez voir passer les 3 puisque ils sont rangés par ordre alphabétique, mes sorties. Alligator en fait partie, donc petit jeu, très simple, très rapide à jouer. Le prix est de 16€ sur cette petite gamme et à partir de 8 ans. Deuxième jeu dont on parle cette semaine, c'est Alvéola et celui-ci on le connaît bien, Pénélope. Oui, on y a joué, oui. Très sympathique. Moi, je trouve que il surfe sur des choses qui existent déjà, mais il est très joli. C'est le genre de jeu abstrait qui se joue facilement. C'est pas moi la cliente de ce genre de jeu, par contre.
C'est un jeu de Thomas Favrelière, publié par Toumanta Games, et c'est leur tout premier jeu. On était ravis de les accueillir au chalet à l'occasion des Sabliers d'Or. Et il a tapé dans l'œil, il y a pas mal de monde qui regardait l'émission, parce qu'on a entendu beaucoup d'échos positifs. L'éditeur m'a dit que le Sablier d'Or leur avait servi, d'ailleurs, qu'il était vraiment content d'avoir participé à cet événement, je me permets de le dire, parce que, bon, il n'y a pas d'enjeu particulier pour nous, mais ça nous fait plaisir aussi quand on crée des événements comme ça, de se rendre compte que ces présentations qui sont axées sur de l'avant-première, donc des choses qui vont arriver longtemps derrière, c'est une idée qu'on a, on n'est pas sûr que ça fonctionne. Visiblement, ça leur a servi. C'est un jeu très simple de pose de tuiles dans lequel on déplace, on joue avec des abeilles, on fait une ruche. Ensuite, on a Beyond the Wall. Alors, tout n'est pas dans l'ordre cette semaine, puisque c'est rangé par ordre alphabétique. C'est vrai qu'avant, on gardait les jeux de rôle pour la fin. Un jeu de rôle. Voilà, il y a plusieurs volumes. Pareil pour Choose Cthulhu. Il y a également plusieurs volumes, plusieurs tomes qui sortent. Et je vous les montre dans le désordre, je trouve que c'est plus malin. Chronique d'un vampire millénaire. On est également dans du jeu de rôle. C'est beau, hein. C'est des jolis livres. J'ai vu que je crois que j'ai vu passer sur le Facebook de Guillaume un petit article dessus. Ouais. Oui, je crois qu'il y a joué. Donc voilà, nous on n'y a pas joué, donc on va pas pouvoir vous en parler beaucoup plus. On passe très rapidement. JDR Édition publie le numéro 6 des Chroniques des Terres Dragons. Elawa, on en a parlé la semaine passée. Moi j'aime beaucoup Elawa. Vraiment beaucoup. Le titre, c'est La Wallée à l'envers, vous l'aviez compris, et c'est pas sans raison. C'est un jeu qui est publié par Bombix, qui est signé par Johan Goupy et Corentin Lebras, pas très cher, 16 € seulement, également. Et magnifiquement illustré par Elsa Roman. Vraiment une très très belle boîte. Et dans lequel, en fait, c'est un jeu dans lequel on va construire son moteur de cartes, et pour ça, on va récupérer des cartes au centre, mais on va avoir le choix entre soit on prend une carte qui nous intéresse vraiment, mais est-ce qu'on veut les ressources qui vont avec. Il y a vraiment, ce que j'aime bien, c'est que c'est une petite boîte, mais avec des vrais choix un peu cornéliens. Donc, je vous le recommande. Etherfield, c'est un jeu qui est sorti il y a quelques temps déjà chez Woken Realms. Il y a plusieurs nouvelles boîtes qui viennent se rajouter si vous avez envie de prolonger l'aventure. La campagne du Sphinx, on a Kittenburg, on a les héros avancés alternatifs. Toujours aussi lumineux. Etherfields, le jeu que je trouve trop sombre. Ah oui, c'est sombre, ça c'est certain que c'est sombre, mais ça correspond avec le thème du jeu. Deux nouvelles boîtes d'exit. Le retour à la cabane abandonnée. Il me semble que la cabane abandonnée, c'était une boîte d'exit qui était sortie il y a quelques temps déjà. Tout à fait. Et je me demande si c'est pas la première. Possible. Je crois que c'est une des toutes premières boîtes. Je me demande si c'est pas la première boîte et que c'est un peu genre, on revient à la cabane. Voilà. C'est toujours un jeu de Marcus et Inka Brandt, le couple qui a commis vraiment beaucoup de jeux. Et beaucoup de bonnes choses. De plein de styles différents, d'ailleurs. Ils sont capables de faire des choses très différentes. Ils sortent également Le Bandit de Fortune City. Alors, je pense pas que les exits, ils les conçoivent tout seuls. À mon avis, il y a toute une équipe qui crée, c'est un peu comme c'est le cas des Unlock. On indique toujours Cyril Demingue sur Unlock, mais évidemment, il y a des scénaristes. Grail Cup, c'est un jeu de Bruno Feduti qui n'est pas du tout édité par Flip Flop Edition, c'est une erreur de ma fiche, qui est édité par Matago et qui est illustré par John Kovalik, l'illustrateur bien connu. Donc petit jeu. De façon rigolote. Voilà. C'est un jeu, j'ai lu le pitch, c'est un jeu de course et médiéval. Donc on doit je ne sais pas s'il faut arriver avant le dragon ou pas se faire manger par le dragon ou être le premier au dragon, c'est des choses comme ça un peu. C'est des thèmes, moi j'aime bien les thèmes de Bruno, c'est toujours un peu fun et rigolo et très second degré. Jeu du cul Girls Night. Toujours agréable à prononcer. Voilà, dans la collection qui est publiée par ATM Gaming. Ensuite, on enchaîne avec les Marvel Zombies, donc une série de jeux qui s'inspire du système Zombicide. Ça fait partie de la gamme Zombicide publiée par Cool Mini Or Not, un jeu de Michael Chinol et Fabio Curie. On est cette fois-ci avec des super-héros. Des super-héros zombies. Il paraît que ça fait partie d'un arc particulier de l'histoire de Marvel où à un moment, tous les personnages de Marvel sont des zombies. Moi, j'ai décroché complètement. J'en suis restée quand c'était encore dans les BD des années 80 et que c'était assez simple à suivre, mais maintenant Marvel c'est devenu tentaculaire. Oui, c'est tout. Il y a moyen et c'est un peu
c'est un peu ce qui ne m'attire pas à titre personnel, c'est vraiment le fait qu'on peut rester complètement bloqué sur cet univers-là sans s'intéresser du tout à ce qui existe ailleurs. Il y a suffisamment de matière pour se plonger là-dedans. Après, c'est une histoire de goût, ça, chacun préfère consommer ses loisirs comme il l'entend. My Gold Mine, c'est la deuxième petite boîte dont on vous a parlé sur cette gamme Ouvrez et jouez qui est publiée par Yellow. On les a reçus au chalet, donc on va pouvoir y jouer. Je ne l'ai pas encore fait, je n'ai pas trouvé le temps pour l'instant, mais on a reçu les 3 petites boîtes. C'est au programme de nos futures soirées. On vous en reparlera. Moi, j'ai pas encore joué non plus. C'est la première fois que je les vois en fait. Next Station Tokyo, celui-ci était très très attendu parce que le Next Station London avait vraiment marqué les joueurs. Un jeu de roll and write assez simple mais subtil, avec beaucoup de choix à l'intérieur. Ça me plaît, moi. Quand dans un jeu, on a l'impression de faire de mauvais choix de temps en temps ou de bons choix, être content d'avoir bien avancé, même si on ne maîtrise pas tout. Il y a cet aspect-là qui est assez important pour moi. J'adore les choix dans les jeux de société de manière générale. C'est signé Matthew Dunstan. Je dis ça, mais c'est pas si évident, hein. Il y a beaucoup de joueurs qui préfèrent justement ne pas être stressés par cette crainte de faire un mauvais choix à chaque fois qu'ils doivent prendre une décision. C'est toujours illustré par Maxime Morin et publié par Blue Orange. Et donc la boîte vient d'arriver et on est en train de finir la vidéo. Nous, on vous la met en ligne très vite. Elle sera finie aujourd'hui. Nimbus, c'est un jeu de Paul-Henri Argio et Cyril Blondel. C'est la version pour les plus jeunes de Ricochet. Et c'est publié par Flip Flap Édition. Le 3e jeu de la gamme Ouvrez et jouez, c'est pour Et encore un. Spécial cette couverture quand même. Ouais. Ah bah oui, ça donne Ouais, ok. Et une nouvelle extension pour le jeu Le Seigneur des Anneaux, jeu de cartes évolutique de Nat French, publié par FFG. Ceux qui connaissent évidemment Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, vont avoir le plaisir de se plonger à l'intérieur. C'est celui-ci que tu as présenté? Non, c'est pas celui-ci. Hein. Non, celui que j'ai présenté, c'est celui qui est juste derrière moi, qui est La Guerre de l'Anneau, le jeu de cartes. Et qui est, d'ailleurs, j'en profite pour dire ça, c'est mon dernier crush. J'ai adoré. Si vous connaissez pas, le jeu est sorti de façon. Ouais, c'est mon chargeur à côté qui se balade. Le jeu est sorti de façon assez discrète, mais il mérite vraiment qu'on y joue. Il est assez génial avec des règles rapidement intégrées et les parties sont longues et intenses et vraiment c'est chouette quoi. Star Wars Villainous, la puissance du côté obscur, un jeu qui est publié par Ravensburger. On avait déjà eu le le Villainous Disney avec les méchants de Disney, le Villainous Marvel avec les méchants de Marvel, et voici le Villainous Star Wars, vous l'attendiez forcément. C'est un jeu. Oui. Je crois qu'il y a une extension déjà annoncée pour le Star Wars Villainous Star Wars. Enfin, pour le Star Wars Villainous Star Wars. Bon, j'y arrive pas. Je vais le dire 14 fois. Il y a matière, puisqu'il y a pas mal de méchants déjà à l'intérieur. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas forcément tous les plus connus. On a Dark Vador quand même, qui est présent. Et puis pour les autres, ça sera pas, c'est pas nécessairement les personnages les plus emblématiques. Donc il y a matière à faire des extensions. Exactement, on sent que c'est prévu d'entrée. Donc Stratus, deuxième boîte chez Flip Flop Edition, version pour les plus jeunes de Ricochet, cette fois-ci pour les 10 ans. La précédente boîte, Nimbus, c'était à partir de 7 ans. Valnarok, ça je ne le connais pas du tout, c'est un jeu qui est publié par Pandore Games, qui arrive là maintenant. Je n'ai pas eu l'occasion de m'y pencher plus en détail, donc je ne pourrais pas vous en parler davantage. The Artemis Project Satellite et Commandant, c'est une extension pour le jeu qui est déjà sorti chez Super Meeple, qui vient se rajouter. Est-ce que tu y as joué, toi, Artemis Project? Moi, j'y ai joué, mais je m'en souviens plus. Ça m'a pas marqué. Artemis Project, j'y ai joué. Moi, j'avais bien aimé au début. Avec le temps, ça fait partie de ces jeux qui baissent un peu en estime dans mon cœur au début. C'est un jeu de placement de dés. Tout ce qui est autour des différents lieux et de la résolution des dés quand on les récupère, parce qu'on va d'abord placer tous les dés dans des emplacements d'action, puis faire toutes les résolutions. C'était très, très malin. Mais il y a un petit peu de surcouche, un peu de surcharge voilà. C'est pas le genre de jeu où je sentais la nécessité absolue de faire une extension, pour être tout à fait honnête. Donc, elle existe. Peut-être qu'elle est très bien, mais moi, je n'y ai pas joué. Et pour terminer, Vélonimo, le Tour de France, c'est une version, alors toute petite, ça tient dans un petit paquet, on l'a au chalet, mais pas à côté de moi. C'est un tout petit paquet de cartes, alors que la version que vous connaissez de Vélonimo est plus classieuse, on va dire.
mais c'est labellisé Tour de France. Ça sera c'est un produit officiel du Tour de France qui sort cette semaine. C'est toujours signé par Bruno Catala. C'est plus accessible, il y a moins de cartes à l'intérieur. Ça permet de découvrir le jeu et peut-être pour les joueurs qui le découvriront par ce biais, d'aller chercher l'autre version qui est assez chouette. Vélonimo, moi j'aime bien comme jeu. Voilà pour les sorties de la semaine. Il y en avait pas mal, on est passé assez rapidement sur chacune d'entre elles. Il y a quelques jeux chouettes. Moi, mon coup de cœur là sur cette semaine-ci, c'est clairement le Next Station Tokyo que j'attendais avec beaucoup d'impatience en attendant de jouer aux différents jeux que nous avons parfois. Et puis Elawa, évidemment, mais j'y ai pas joué moi, Elawa, donc j'ai pas d'avis dessus. Moi, ça sera plutôt Elawa alors. Ouais. Même si j'adore Next Station. Je crois que je l'ai reçu hier, Elawa, donc je vais pouvoir y jouer également et j'aurai l'occasion de vous en parler. C'était trop tard pour avoir le temps d'y jouer pour cette émission. Voilà pour les sorties de la semaine. On va enchaîner avec les financements participatifs. Et donc, du coup, c'est le moment, vous l'attendez tous, vous êtes impatients, de lancer un petit jingle sur les financements participatifs. Un truc bien rock. Ah bah oui, et on parle en même temps, comme ça c'est encore plus classe. On coupe pas le son pendant les jingles, on peut se raconter des trucs. C'est vert, on dirait de la menthe à l'eau, c'est cool. J'ai mis du vert. Je vais essayer de les faire. Là, j'ai été très vite, je me suis pas cassé la tête sur les jingles, mais je vais les faire progresser chaque semaine. Je verrai si j'en bouge un petit. Pour voir, pour le plaisir en fait. J'aime bien ça, moi, aménager ce qu'on est en train de réaliser. Alors, on a plusieurs Kickstarter qu'on a repérés cette semaine. Il y en a pas mal en fait qui se lancent. Je pensais que c'était une semaine assez tranquille sur les autres sujets, mais sur celui-ci, non, sur les sorties aussi. Non, oui. Ouais. C'est les Kickstarter, il y en a eu pas mal. Alors. Oui, je vois que tu en as encore rajouté depuis que j'ai regardé. Mais tu tournais le dos, j'en ai profité. Non, par contre, on va en parler rapidement. On va pas. Ne t'inquiète pas. Nous sommes encore dans les temps, je crois. Donc, le premier, c'est assez rigolo. C'est Adam Kwapinski, qui est justement l'auteur, si je ne dis pas de bêtises. Alors non, j'ai cru que c'était l'auteur d'Anachronie, mais non. Là, ils ont mis Nemesis, Frostpunk et Lord of Hellas. J'avais l'impression que c'était aussi l'auteur d'Anachronie, mais je me trompe. C'est David Tursi. Ça me dit rien, moi. Non, c'est l'auteur de Nemesis et de Frostpunk. Donc, c'est aussi un auteur de très, très gros jeux, mais je confondais. Il sort un livre qui s'appelle Board Games on My Mind, où il parle de toute sa démarche créatrice, etc., je pense que c'est son livre sur lui, donc on imagine bien ce qu'il peut raconter. Il précise d'ailleurs qu'il y a toute une partie où il essaye d'expliquer un peu comment faire son prototype et comment créer un jeu, en fait. Donc, c'est aussi un peu un guide pour tout auteur de jeu qui est en devenir. Voilà. Donc, c'est un peu original comme Kickstarter, comme projet. Et donc, c'est 20 €. Adam Kwapinski sort son bouquin sur GameFound. Le prochain, c'est Thiefdom. Ça se termine le 30 juin, donc on a encore quand même un peu de temps devant nous. C'est une bonne question. C'est qui est l'auteur ? Alors c'est marqué par les créateurs de Clans of Caledonia, et malheureusement je les ai pas de tête. Je suis désolé. C'est ça voilà. C'est Juma Al Joujou. Oui, c'est ça. Ah, ça c'est rigolo comme nom quand même. Et Simon Schmider. Il prépare. Ça c'est rigolo. Ça, c'est moins rigolo. Si, moi j'aime bien. Mais c'est écrit Joujou comme un joujou. Oui. Mais ça m'avait marqué sur Clans of Caledonia et je me rappelais plus quand même. Ouais. Donc, et l'artiste, ça par contre, on avait reconnu le style, c'est The Miko, c'est publié par Karma Games. Alors l'idée, c'est, on est dans une ville où on va jouer le chef de la guilde, le chef des voleurs. A passé, n'est plus le chef des voleurs. On va devoir le remplacer et ça va se jouer entre plusieurs guildes de voleurs qui s'affrontent. Chaque joueur va être à la tête de 3 voleurs qui vont évoluer dans une ville. C'est des plateaux modulaires, il y en a 8, on va tous les bouger, ça fera un espèce de plan de ville. En fait, ce qu'on voit là, les cases carrées, c'est des rues, c'est des bâtiments dans lesquels on se promène avec son voleur. On dirige 3 voleurs chacun et ils vont dans des bâtiments pour voler des tableaux, ils vont aller explorer la ville, ils vont aller à la taverne, ils vont voler des nobles qui se baladent dans la rue pour leur récupérer de la fortune. Et tout ça, on va aller le vendre, par exemple, à la contrebande, au marché noir. Dans les bâtiments du marché noir, et donc il y a des objectifs
marché noir à remplir. Il y a des gardiens, ça c'est ce qu'on voit avec la petite lampe. Il y a des gardiens qui surveillent les rues qu'il faut éviter. Et c'est en gros un pick-up and delivery avec un petit peu plus corsé que les pick-up and delivery habituels. Je trouve ça sympa. Moi, sur le pitch, ça me fait bien envie. Est-ce que je pledge pas, moi, ce genre de jeu, j'attends qu'il soit un jour localisé, mais je pledge très peu, donc je suis pas un exemple. Si, tu es un exemple, c'est bien. Non, mais... Et le manuel sera disponible en français. Voilà. Le jeu n'est pas entièrement en français, mais le manuel sera en français de façon digitale. D'accord. Donc on aura accès quand même, on a la possibilité d'y jouer. Après, tous les jeux ne sont pas toujours en français, on en fait aussi qui ne le sont pas. On enchaîne avec Castellans of Valeria, on connaît bien l'univers de Valeria, il y a pas mal de jeux qui sont sortis sur cet univers-ci. En voici un nouveau, c'est des auteurs qui aiment bien développer leur univers, des éditeurs qui aiment bien également. Puisque vous avez peut-être eu l'occasion de découvrir le premier jeu qui était de mémoire un deck building. Oui. Non, j'allais dire, c'est encore illustré par le Miko. Oui. On passe de l'un à l'autre. Il me semble que c'est un deck building. Je dis peut-être une bêtise, je ne suis pas sûr à 100%. Mais très, très simple, je ne m'avais pas tapé dans l'œil, c'est pour tout dire. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas retenu particulièrement. Mais les jeux qu'on suivi m'avaient davantage plu. Ouais. Il a eu beaucoup de succès pourtant, les Royaumes de Valeria. C'est un jeu qui a beaucoup, beaucoup marché. Je crois que c'est ça le premier, Royaume de Valeria. Je crois que les Royaumes de Valeria, c'est une boîte qui est sortie un peu plus tard, qui cette fois-ci est un jeu de pose d'ouvrier. Non, c'est juste Valeria, il me semble, le premier. Ah oui, c'est juste Valeria. Il me semble. Je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois bien. Et les Royaumes de Valeria, pour le coup, c'était beaucoup mieux. Donc alors là, celui-ci, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Alors, c'est un jeu... oui, là, on ne sait pas, mais en gros, le jeu, c'est on va être en compétition pour construire la juridiction la plus impressionnante de la ville de Kosk, avec l'espoir de devenir son nouveau châtelain. Et en gros, on va construire des bâtiments dans des secteurs dans lesquels on va essayer d'avoir du contrôle. Alors, c'est des bâtiments du type des bâtiments d'administration, etc., des bâtiments religieux, etc. Oui, c'est très bien expliqué sur ce graphique. Regardez, vous pouvez voir l'image 1, 2, 3, 4. Alors, attention à 5, parce qu'il y a 2 traits. C'est un petit peu plus compliqué, le 5. Mais sinon, je pense que vous avez compris. 6 points de victoire pour en bas. Alors, apparemment, oui, quand on le regarde comme ça rapidement, c'est pas très utile. Mais la vérité, c'est que j'ai trouvé ça super bien, moi, quand j'ai regardé le projet, parce que en lisant l'aide de jeu sur la gauche, j'ai à peu près compris ce qu'était que le jeu. Tu sous-entends que je serais de mauvaise langue. Oui, tout à fait. C'est très loin de moi. C'est un jeu de dice drafting, en fait. On va lancer des tas de dés, tout le monde va en drafter, il en restera quelques-uns qu'on mettra sur le plateau qui seront des dés communs. Mais sinon, on aura des dés à soi et on va pouvoir faire des actions avec ces dés. Donc, ça va être des actions, recrutement, construction, de temples, manoirs, voilà, on voit... etc., etc. Et à la fin, on score des points, quoi. C'est-à-dire qu'on va construire des choses sur le plateau et on scorera des points. Aucune idée de si c'est bien ou pas. Non, mais ça, on vous présente les jeux. Après, voilà. Il faut vraiment se projeter dedans pour avoir une bonne idée de comment ça fonctionne. A priori, il faut plutôt y jouer. Si on n'a pas le temps de le faire vraiment, malheureusement, à chaque fois, on voudrait bien, mais c'est compliqué. Le jeu vaut 46 €, 10 € de frais de port. À noter qu'en Allemagne, c'est seulement 5. Je ne sais pas si c'est toujours beaucoup moins cher en Allemagne qu'en France. Mais je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, j'en sais rien d'ailleurs, j'ai aucun avis là-dessus. C'est moins cher en Seattle. Voilà. Le projet suivant... c'est toi qui as regardé. Oui, alors je l'ai regardé, c'est pas tout à fait ma cam a priori, mais quand même, c'était impossible de passer à côté, puisqu'on vous parle assez régulièrement des jeux de Awoken Realms. Donc vous connaissez cet éditeur, puisque c'est ceux de Etherfields dont on a parlé cette semaine, c'est l'éditeur également de Nemesis, qui sont quand même de très chouettes jeux. Et cette fois-ci, ils adaptent un jeu vidéo, on en a souvent des projets adaptés des jeux vidéo, qui n'a pas eu de boîte d'ailleurs depuis 2013, donc ça date un petit peu. La dernière sortie de Stalker, c'est un jeu de société coopérative qui se déroule dans une version alternative de la zone d'exclusion de Tchernobyl, donc vous avez compris qu'on va croiser des choses pas forcément très très agréables, des mutants, des secrets,
Le jeu vidéo a donc déjà eu 3 titres et il devait y avoir un nouveau titre qui devait arriver cette année en 2023, mais c'est un éditeur ukrainien à la base. Donc on sait juste qu'il a confirmé sur son Discord que le jeu vidéo devrait sortir, mais on attend de le voir arriver. C'est un jeu de type tir à la première personne, avec un côté horrifique évidemment. Alors, encore un plateau plein de lumière et de joie. Je ne sais pas lancer la vidéo du coup. Je parle, je suis pas très attentif. Je vous la lance quelques secondes quand même. Petite remarque, on a un petit message de Awaken Realms qui indique sur le Kickstarter qu'ils ont toujours respecté leurs engagements, qu'ils ont toujours livré leur jeu, qu'ils en ont livré 500 000 depuis qu'ils font des Kickstarter, et que même pendant la crise des transports, ils ont pu honorer leurs clients sans avoir besoin de leur demander de l'argent en plus pour les transports, pour la TVA, pour ce genre de choses. Donc cette remarque-là, je la fais aussi parce qu'on sent que c'est une période où il y a une crainte de la part des joueurs de est-ce que je me lance dans un Kickstarter, est-ce que je prends le risque, est-ce que je recevrai un jour mon jeu. Donc ils ont besoin, ils l'ont bien identifié, ils ont besoin de rassurer les gens qui sont intéressés par le jeu. Vous recevrez votre jeu, vous inquiétez pas. Je la note parce que c'est assez révélateur de la période qu'on traverse, notamment vis-à-vis de ces gros projets sur Kickstarter. On voit ici qu'il y a un matériel qui est quand même assez chouette pour ceux qui aiment ce type d'univers. Est-ce qu'on est dans du zombicide ou est-ce qu'on va retrouver la patte de Awaken Realms avec des univers qui sont très riches? A priori, ça sera plutôt le cas, puisqu'à l'intérieur, on aura 3 scénarios. Et on nous annonce 30 à 36 heures de gameplay, c'est des jeux à campagne. Bon, par contre, il faudra mettre un petit peu d'argent. C'est entre 95 $ pour la somme la plus faible, jusqu'à 219 $ pour avoir toutes les boîtes avec les différentes extensions, les scénarios complémentaires. Ok. Est-ce que je t'ai créé des envies là? Ce genre de jeu, les jeux Awaken Realms, je suis pas. Je crois que c'est eux quand même qui ont fait The Great Wall que j'avais bien aimé. Oui. Mais la plupart du temps, je trouve que moi, j'ai pas du tout accroché à Etherfield, ni à l'univers, ni rien, ni à Tainted Grail, donc ça marche pas sur moi. Nemesis, moi j'avais bien aimé. Il y avait trop de boîtes derrière parce que Nemesis, j'arrive pas à te suivre. Très bien. Nemesis, c'est très bien. Par contre, c'est une machinerie, quoi. Ça, encore une fois, c'est des jeux, il faut avoir déjà la table. J'ai pas assez de place. Et le temps. On va changer. Moi, je suis fâchée avec eux sur leur manuel de règles, qui sont toujours infernaux. Mais je crois que la version française était plutôt bien fichue, parce que c'est des jeux qui ont en général le droit à des versions françaises. On va enchaîner avec un univers qui est complètement différent cette fois-ci, un peu plus joyeux, un peu plus féerique en tout cas, puisqu'il s'agit de Fairies et Magical. C'est signé par Glenn Dover, donc Glenn Dover on le connaît un petit peu puisque c'est l'auteur de Raccoon Tycoon, de Mosaïque, notamment parmi les jeux qui sont arrivés jusqu'ici. Civilisation aussi, si je dis pas de bêtises, si c'est Mosaïque, c'est aussi celui qui est derrière Civilisation. Peut-être, je ne l'ai pas en tête. Et on est dans un univers très féerique depuis cette nuit d'été. Je vous lis le petit texte qui était indiqué en présentation du jeu sur la page BGG, même en dessous, je crois que c'est indiqué ici. Depuis cette nuit d'été où votre grand-mère Victoria et vous avez regardé dans la porte du jardin, vous avez vu passer 2 feux follets clignoter près de la lisière de la forêt et l'aventure a commencé. On voit qu'on est dans un univers qui est vraiment plutôt sympathique, qui donne envie de se plonger à l'intérieur. On va avoir un mélange de jeux avec des cartes, mais également où on va composer, on retrouve, alors moi c'est toujours ce qui m'intéresse, je vais descendre sur la page, tant pis pour la vidéo, mais je vous montre un petit peu en dessous. On a des cartes qui sont assez simples, c'est un jeu qui est très accessible, avec des illustrations plutôt chouettes, qui changent de d'habitude. Et on a... C'est un peu à l'ancienne. Ouais. On a un petit système avec des polyomino, et moi forcément dès qu'il y a des polyomino, je suis très attiré, aussi, je crois que c'est le matériel que je préfère dans les jeux de société. Non, c'est pas les dés, c'est pas les cartes, c'est les polyomino. Moi j'ai envie de mettre des polyomino partout. Et donc là, on va retrouver ce système à l'intérieur. Tu devais beaucoup jouer à Tetris. Bah non, en fait, j'ai jamais été très fan de Tetris. Moi, je trouve ça hyper répétitif. Ça me raconte pas grand-chose. Mais là, on a une petite histoire quand même derrière. Alors, c'est une histoire, c'est pour l'univers, hein, parce que on va composer son jardin personnel. Il faudrait y jouer, comme d'habitude, pour savoir si c'est vraiment un jeu qui va nous plaire. C'est pas si cher, hein, le premier pledge est à 37 €. Évidemment, il y a toujours moyen d'avoir un matériel incroyable pour 129 € cette fois-ci. Mais je suis un peu tenté, je vais me plonger un peu plus dedans, puis c'est le genre de jeu sur lequel je me pose la question de
d'éventuellement le faire avec une petite boîte qui est sympathique en plus. C'est du détail, mais qu'on a envie quand on fait un Kickstarter d'avoir du matériel qui n'est pas forcément celui qu'on va trouver en boutique. Par contre, ce qui me limite, c'est toujours pareil, c'est 20 à 25 € de frais d'envoi. Il faut les rajouter. Ah bah oui. Ouais. Non mais ça, on sait. Mais là, c'est plus par la curiosité qu'on regarde maintenant les financements participatifs en se disant « J'espère que ça arrivera chez nous » parce que 20-25 €, moi j'achète un autre jeu. Voilà, exactement. Le suivant, c'est Solar Titans. Solar Titan. C'est un deck building tableau strategy game. Donc, waouh, plein de choses. Alors, c'est une petite boîte, en fait. C'est le genre de petit projet. Alors, on voit, hein, c'est pas un très, très gros projet. Il n'y a pas beaucoup de contributeurs, il n'y a pas beaucoup de sous. Mais j'aimais bien l'idée, donc je me suis dit, je vais quand même en parler. En gros, c'est un deck building, vraiment. C'est-à-dire qu'on va avoir des cartes, on va acheter des nouvelles cartes pour les jouer, mais contrairement... Alors, quand on les joue, soit elles nous donneront des sous pour acheter des nouvelles cartes, et sinon, on va les jouer pour construire un vaisseau. C'est-à-dire quand on les pose devant nous, comme on peut le voir sur la vidéo, on va les assembler pour faire un vaisseau. Et certaines cartes sont des cartes d'attaque, et en fait, ça ne va pas déclencher une attaque directement de la carte vers son adversaire directement, ça va déclencher une attaque de son vaisseau, donc tel qu'on l'a construit, par exemple, tous les canons, tous les trucs comme ça, vers le vaisseau adverse qu'on va essayer de détruire. Je trouvais l'idée marrante. Ouais. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Ça fait partie de ces projets parfois un peu indépendants. Il y en a des biens, il y en a des moins bien. Mais cette idée de deck building où on construit quelque chose et où ça attaque l'autre, ça peut être complètement casse-gueule, tout comme ça peut être assez rigolo, quoi. Donc voilà, Solar Titan, c'est en financement. Et ça, pour le coup, je ne pense pas que ça arrivera en français, quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est vraiment un projet... pour moi, je sens plutôt le projet qui va rester un projet Kickstarter. Ah, je serais curieux de le découvrir en fait. Je serais curieux d'y jouer pour voir comment ça fonctionne. C'est le genre de truc sur lequel on peut avoir un coup de cœur. De là à le pledger, non, je pense pas, mais parce qu'on peut pas tout faire. Mais malgré tout, je serais assez curieux, volontaire. Si quelqu'un a la boîte, je peux bien jouer. Ce qui est intéressant, ouais, c'est ça. Ce qui est intéressant dans ce genre de projet, c'est que on se dit, peut-être c'est pas le jeu du siècle, mais il propose un truc que j'aimerais bien voir si ça marche. En fait, c'est un peu ça l'idée. Mais ouais, c'est original. Le suivant, je ne le connais pas. Est-ce que tu le connais? Oui, normalement j'ai regardé. J'ai regardé. C'est un tout petit projet avec des lapins. Il n'y a pas de vidéo, hein. Je peux pas vous lancer de vidéo là. Non, on peut pas. C'est pas en français. C'est tout petit projet, pareil. On voit des toutes petites sommes, des tout petits nombres de contributeurs. C'est un jeu avec des lapins mignons et des cartes. C'est ultra classique de ce qui se fait en ce moment, c'est-à-dire qu'on va récupérer des cartes qu'on va poser en tableau devant nous et ces cartes vont scorer d'une façon différente et il faut respecter des conditions de pose quand on les pose. Ils ont mis toutes les cartes sur la page du KS. Oui, c'est assez drôle. Voilà, comme ça au moins vous savez. Vous ne serez pas surpris par les 72 unique cards. Alors, ce genre de jeu, moi, c'est ce que j'ai fait le live des sorties de jeudi. Je crois qu'il y a en ce moment, ça doit être la plus grosse tendance actuelle. J'ai l'impression de répéter cette phrase très souvent. Vous prenez une carte, vous la posez dans un tableau et vous scorez en fonction de ce tableau. Ouais. J'ai l'impression de la répéter tout le temps. Donc, c'est vraiment le type de jeu qu'on voit beaucoup. Et là-dedans, il y en a des biens, il y en a des moins bien. Et malheureusement, tant qu'on les a pas essayés, c'est pas possible de vous dire si c'est bien ou pas. Donc, ça va vraiment être dans l'équilibre du scoring, dans les petites idées de combos entre les cartes, etc. Mais voilà. Ça, c'est connu par Little Rocket Game. Nous avons ensuite le jeu de rôle alors tout ça se termine le 11 juillet. Et jusqu'au 11 juillet, on a encore, donc c'est Don't Panic Game qui fait financer le jeu de rôle Cowboy Bebop. Donc ça, c'est pour les rôlistes parmi vous. Oui. Et tout est dans le titre, hein, j'ai envie de dire. Cowboy Bebop, c'est un manga japonais que je n'ai pas regardé. J'en ai regardé beaucoup, mais celui-là, je ne l'ai jamais regardé. Avec un très, très classe, avec un héros très chic, il me semble. Et qui est quand même un manga qui a ultra cartonné.
Je vois Geeklet qui dit Play Cowboy Bebop, c'est toute ma jeunesse, donc c'est vraiment un classique à côté duquel je suis passé. Ouais. Ah oui, c'est un peu comme un One Piece. Enfin, One Piece, c'est encore plus monstrueux. Mais tu vois, moi j'en ai entendu parler avec le jeu de Florian Siriex, mais j'en avais jamais entendu parler auparavant. Je suis passé à côté de toute la jeunesse de Geeklet. Voilà, exactement. Et il y a Fred Laloute qui précise que c'est vraiment bien et mature, et c'est vrai que c'est aussi connu pour être un peu plus mature comme série adulte. Et ben voilà, il y a un jeu de rôle qui sort dans l'univers de Cowboy Bebop. Donc tous ceux qui sont fans de l'univers, je pense, seront intéressés par l'idée s'ils aiment aussi jouer au jeu de rôle. Ensuite, on a Phantom Epoch, tu as regardé ça ? Alors là, on a les deux gros qui se suivent. Alors le 13 juillet, c'est les deux, comme je dis, jeux un peu monstres, fantasy ou science-fiction. On en a toujours un ou deux par mois. Bon, les voilà. Celui-ci, c'est un dungeon crawler avec 40 missions différentes. Ça s'appelle Phantom Epoch. Il y a un gros cahier qui se développe. Oui. On voit ça régulièrement maintenant. Ouais, très régulièrement, dans lequel il y a 40 missions différentes, où on va avoir en gros des combats de types différents. Il centre beaucoup, celui-ci, donc c'est science-fiction, l'univers. Il centre beaucoup autour de le développement de son personnage, notamment du point de vue cybernétique, etc. On va avoir un perso qui va commencer de rien, puis qui va de plus en plus évoluer. Le développement du vaisseau aussi, puisqu'en fait, on joue un équipage de vaisseaux qui vont traverser 40 missions à travers plusieurs planètes. Donc, je crois qu'il y a 3 planètes, ils disent. Donc, c'est un peu de l'exploration et du côté... surtout, faut aimer stuffer son personnage, le faire évoluer, le faire upgrader. Et on fait aussi upgrader son vaisseau. Donc, ça, il y a des gens chez qui ça fait tilt. Moi, j'adore c'est ce que j'aime le plus dans ce genre de jeu, c'est upgrader mon personnage, mettre des armures de plus en plus super et des armes de plus en plus super. Après, c'est des jeux qui sont très, très chronophages et qui demandent un investissement. Donc, c'est en général des gens très précis qui ne font que ce genre de jeu et qu'en font un par mois. Et là, c'est 60-80 heures de campagne coop qui sont annoncées. Ah là là, on a déjà passé 30 heures sur Stalker, ça va être compliqué de passer 60 heures sur celui-ci. Voilà. C'est toujours la même semaine. Hein. Ouais. Alors moi, je fais déjà pas de jeux vidéo, et en fait, c'est des choses que j'ai envie de faire en jeu vidéo. De ce fait, je pense qu'évidemment, je n'irai pas là-dessus, mais on vous passe les informations aussi. On ne fait pas tous les KS, évidemment, mais on sait que certains d'entre vous vont plutôt vous orienter sur celui-ci ou tel autre jeu. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Je suis quand même curieux de savoir s'il y a des jeux que vous allez pledger. C'est une information qu'on n'a pas à chaque fois. Je le dis souvent, si vous faites un jeu, dites-le nous. C'est vraiment une info qui est utile, puisque quand on construit nos émissions, on aime bien savoir que ça peut vous intéresser également. Ouais. Dans ce genre de jeu, ce qui est dommage, c'est que souvent les univers se ressemblent. On retombe sur le même genre un peu de visuel et d'ambiance, et ils peinent à faire des choses qui se démarquent vraiment. Le suivant, tout en étant très classique, se démarque un peu parce que c'est Burning Banners, c'est l'artiste, c'est Christopher Moeller, qui est assez connu pour les illustrations de Magic et D&D auxquelles il a participé. Donc, si vous trouvez que ça fait Magic au niveau des illustrations, c'est normal. Celui-là, il est très... Alors, je vais utiliser un mot qu'on utilise souvent en ce moment dans le jeu de société. Il est très intriguant. Mais là, pour le coup, c'est vraiment intriguant parce qu'ils mettent que c'est une campagne type médiéval fantasy pour 2 à 6 joueurs. Moi, je m'attendais à un truc très narratif. En fait, quand on rentre dans le détail, on voit qu'il y a des jetons de factions, un peu comme un wargame. Et on voit qu'elles sont placées sur des hexagones. Et on dirait que ça mélange les deux. Certains hexagones vont se promener pour aller faire des choses dans certains endroits, des explorations. D'autres vont se battre. Et ce qui est très, très impressionnant, c'est ces 4 plateaux, parce que ce que vous voyez, c'est pas un seul plateau, c'est 4 plateaux qui peuvent s'agréger les uns aux autres pour ne faire qu'un seul et immense plateau. Et il parle du fait qu'il y a des batailles épiques qui se situent sur des dizaines d'années dans le jeu, en fait, pas dans la vraie vie, mais qui sont des batailles un peu historiques. Et donc, l'idée de ce jeu, c'est qu'on est
chacun a un genre de royaume, un genre de faction, donc les nains, les elfes, etc., qui vont essayer comme dans tous ces jeux, de reprendre le contrôle, le pouvoir de cet univers-là, sachant qu'il y a un genre de sorcière maléfique qui essaye de revenir de son côté et de foutre le boxon. Et c'est un jeu avec 29 scénarios qui vont de la petite campagne à vraiment la très grande guerre de 12 ans. Et je le trouve très spécial. Pour le coup, ça se démarque complètement par rapport à ce qu'on a vu avant. Du coup, c'est vraiment quelque chose auquel je pense que faut être à fond, quoi. C'est-à-dire que moi, je pense pas, mais j'aurais vraiment envie qu'on m'explique précisément et qu'on m'y fasse jouer parce que ça me rend très, très curieuse. Le fait que ça soit très différent de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Alors oui, les jetons, ça fait un peu sec. On a un peu l'impression que ça manque un peu de figurines, mais cette carte, c'est superbe, quoi. Ces plateaux, les illustrations sont assez chouettes. Elles rappellent effectivement Magic et tout. Et moi, il m'a bien tapé dans l'œil. En tout cas, il m'a fait me poser plein de questions sur comment ça marche. Et je pense que ça, pareil, c'est des jeux qu'on ne verra pas forcément arriver dans nos boutiques. Donc, si vous êtes curieux, ça se pledge. On termine avec Arbalète et Catapulte, qui est le jeu qui va suivre Château et Catapulte, que vous avez peut-être déjà joué. C'est un jeu de Restoration Games. C'est eux qui avaient fait déjà un match qui avait fait Fireball Island et Return to Dark Tower, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, ça se voit moins, puisque ça avait vraiment rien à voir. Mais ils reprennent des principes de jeux classiques qu'on a retrouvés, peut-être que vous avez vu enfant dans les grandes surfaces. Nous, pas toujours, parce que Return to Dark Tower, il s'était pas arrivé jusqu'à chez nous. C'est remis au goût du jour, avec des mécaniques un petit peu plus changées, parfois un peu plus modernes. Là, ça reste extrêmement simple, le principe. Ça sera de construire un très joli château et de détruire celui de votre adversaire. On va regarder quand même cette vidéo, parce que je pense qu'on va voir des châteaux être détruits à l'intérieur. Donc c'est ultra simple, il n'y a pas grand-chose de surprenant, mais c'était plutôt bien fichu. Le premier jeu marchait bien. En tout cas, j'ai eu des nostalgiques, y compris autour de moi, qui l'ont acheté et qui ont joué. Et ça avait été publié en version française par Lucky Duck Games, si je ne me trompe pas. Ça, c'est du jeu jouet. Mais ça peut cartonner sur des enfants, c'est juste monstrueux. Ah bah oui, forcément. Là. Avec des belles arbalètes comme ça. Ah, c'est assez cool, là, celle qu'on pince et qui fait partir un palais, là. Ça, c'est chouette, ça. Non, mais on a envie d'essayer, on est d'accord. Et oui, alors clairement, c'est pas ce qu'on vous présente habituellement dans nos émissions. Ça fait partie également du monde du jeu, mais on n'est pas loin du jouet. Il y a des règles de jeu de société, donc c'est un jeu de société, mais malgré tout, on voit bien dans le matériel, dans le plastique qui est à l'intérieur, qu'on n'est pas tout à fait dans la même catégorie. Là, on vous en parle parce qu'on sait que ça va éveiller des envies chez certains d'entre vous. Ah ouais, moi, ça m'éveille des envies. 28 € pour la première version, 135 € si vous voulez l'intégralité. Là, vous pouvez avoir... En fait, l'intégralité, c'est surtout plein de matériel parce qu'on a envie de faire des châteaux qui sont monstrueux. Il y a moyen de mettre... C'est quand même pas mal, 28 €. Ouais, mais c'est quand même beaucoup, 135 €. Alors, 28 €... Non, je sais, mais 28 € c'est pas mal. T'as pas grand-chose, hein. Regarde, 28 €, c'est ce que je montre à l'image. C'est vraiment pas grand-chose. C'est juste des tout petits châteaux. Et là, tu as envie de te dire, il est pas assez grand ton château. J'ai envie de faire un très très gros château. On va mettre beaucoup plus d'argent pour avoir la totalité. Avec 90 €, là, ça ressemble vraiment à une forteresse. 90 € pour des bouts de plastique. J'hésite quand même, malgré tout. Mais bon, tout coûte cher maintenant, ma pauvre dame. Pourtant, sur la table de billard derrière toi... il y aurait moyen de faire un live de dingue et de bataille rythmée. Alors, les frais de port vont de 35 €, l'entrée des frais de port. Donc, pour les 28 €, tu te dis, je vais payer plus en frais de port, ce qui n'est pas absurde. C'est ça. Mais c'est pas absurde. Ce qui fait quand même un long trajet, le jeu, pour arriver jusqu'à chez toi. Jusqu'à 55 €. Mais c'est pour le dernier pledge. On va redescendre tout en bas. C'est la petite curiosité. Regardez, c'est gratuit pour le pledge très très cher. Donc, sous-entendu, c'est payé par... C'est gratuit avec une petite astérix. C'est compris dans le prix, quoi. C'est gratuit, mais pas... Alors, si, comme précisons, la TVA est inclue dans le prix que je vous ai donné. 35 € en incluant la TVA. Et pour le dernier, c'est gratuit, mais ils n'ont pas inclus la TVA. Et du coup, ils disent que ça coûte... C'est marqué en dessous. Je sais pas pourquoi ils font ça. C'est compliqué quand même, comme tableau. Ils avaient tellement envie d'être marqué gratuit qu'ils ont rajouté une ligne en dessous pour montrer qu'il y avait quand même 30 € à payer. C'est vraiment gratuit. Ouais. Voilà.
C'était le dernier jeu dont on vous parle cette semaine en financement participatif. On arrive tranquillement sur la fin de notre émission. Alors quand même, on a notre rubrique maintenant sur les boutiques ludiques. C'est la nouvelle rubrique qu'on a inaugurée la semaine dernière pour vous parler à chaque fois d'une boutique différente. La semaine dernière, nous étions en France. Cette fois-ci, on va changer de pays. On part à Bruxelles. Je vous ai mis la carte de Bruxelles pour vous montrer où ça se situe. Dans Bruxelles, on se rapproche encore un petit peu. Voilà, le quartier, ça vous informe énormément. Alors, c'est Jessica et Patrick qui gèrent 2 boutiques d'Edal sur Bruxelles. Il y a 2 boutiques, celle qu'on vous montre plus particulièrement, c'est celle d'Ixelles, rue Bailly, 61 rue Bailly. L'autre se trouve à Etterbeek. Ce sont des dinosaures dans le milieu, comme ils se qualifient eux-mêmes, incontournables depuis plus de 30 ans et spécialistes de gros jeux de rôle. Il y en a pas mal dans la boutique, de jeux de cartes à collectionner. Et comme la semaine dernière, je leur ai proposé de nous citer des jeux qu'ils apprécient tout particulièrement, ils nous ont cité Colorado. C'est ce Call and Write qui est publié par Silex Edition. Ils ont cité Smart 10. C'est un très chouette jeu de quiz. Il y en a quelques bons qui sont sortis ces derniers temps. Ils ont cité également le ticket gagnant, et ça, je ne connais pas. Donc, le plus simple, c'est d'aller les voir, d'aller les rencontrer pour profiter de leurs conseils. C'est pour ça aussi qu'on se déplace dans les boutiques. Je leur ai envoyé 5 tirés à part, donc ils en font ce qu'ils veulent. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui seront pour les clients, qui leur poseront la question. Il y aura peut-être la possibilité d'en récupérer. Ils sont ultra collecteurs. Je réfléchis à ça pour les prochaines qu'on vous montrera. Les prochaines boutiques que nous allons vous montrer, on réfléchit à cette possibilité aussi de faire des tirés à part un peu spécifiques qu'on enverra à chaque fois et en fonction des saisons qui changeront et que vous pourrez peut-être récupérer dans la boutique dont on parle cette semaine-là. C'est une idée comme ça. Si vous avez une boutique, n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer quelques photos, à nous montrer comment vous allez achalander. C'est ce qui s'y passe à chaque fois. C'est super sympa. On est content de pouvoir partager ça avec vous. Il faut soutenir vos boutiques. C'est pour ça qu'on le fait en fait. C'est aussi parce Exactement. que c'est assez important de mettre en avant les différents acteurs. On essaie de le faire dans cette émission. Les festivals, les éditeurs évidemment, les auteurs, les illustrateurs, les boutiques. Ça fait partie de tout l'univers ludique. Et on va terminer cette émission en vous parlant des vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes respectives. Il y en a eu quelques-unes cette semaine. Tu en as diffusé 2, si je ne me trompe pas. J'ai réussi à en diffuser 2. Yes. Et de 2 jeux que j'aime beaucoup. Et notamment, j'ai enfin pu mettre le replay d'Elawa sur ma chaîne YouTube que j'ai réalisé avec Corentin Lebras et Johan Goupy, en présence de Monsieur Guillaume. C'était vraiment très très chouette comme live. On a beaucoup rigolé, donc je pense que c'est un replay qui est assez sympa à regarder si vous ne l'avez pas vu, sans vouloir faire ma promo, mais vraiment ça a été un des lives les plus chouettes que j'ai fait depuis longtemps et je me suis beaucoup amusée. Et Lawa est vraiment très très bien et jouable sur VGA, on le rappelle. Et il vient de sortir. Ou il va sortir, il arrive là, c'est ça mon soupe. Et la deuxième, donc, c'est sur les traces de Darwin. La critique, le format habituel de la chaîne. Sur les traces de Darwin, un de mes jeux, pour l'instant, que j'aime beaucoup depuis le début d'année dans la catégorie famille, on va dire, dans ces jeux familiaux comme ça, mais légèrement initiés. Et j'ai vraiment, je l'aime beaucoup. J'y rejoue avec beaucoup de plaisir. Tu as joué ? Non, il est sur ma liste d'achat. Prochain coup que je passe en boutique, j'essaierai de le récupérer. Je ne sais pas, quand je passerai en boutique. Ouais. Ensuite, sur notre chaîne, on a diffusé quelques vidéos. On a diffusé le canapé des 15 ans de BlackRock. Avec les 4 têtes pensantes de BlackRock. C'était très sympa de pouvoir revenir sur cette aventure avec eux. C'était un chouette canapé. Un bon moment aussi au chalet. On a un peu brûlé la nappe du chalet, puisque quand on a fait le gâteau, il y a quelques étincelles qui sont tombées sur la nappe. Ça fait partie des petites anecdotes croustillantes. On a diffusé également une vidéo sur les jeux mathématiques proposés par Didacto. C'est un spécialiste du jeu éducatif. Ils en proposent notamment à la vente sur Internet. Il y a toute une sélection. Et pour mettre en avant leur site et puis pour guider aussi les enseignants qui ont besoin d'avoir des jeux mathématiques, pas que les enseignants, d'ailleurs tous les spécialistes de ces questions-là, on leur a proposé donc de faire une vidéo. Il y a plein de propositions à l'intérieur, il y a vraiment plein de pistes utiles. On a diffusé la vidéo de Passe-Passe avec Funny Fox, Cyprien de Funny Fox, avec Théo Rivière qui passait par là.
passe-passe, il passait par là, forcément il s'est joint à nous, mais il n'a rien à voir avec le jeu. Hein. On le remercie vivement parce que c'est sympa aussi d'avoir des joueurs en plus qui acceptent de faire des jeux d'autres éditeurs. Alors là, en l'occurrence, il a un jeu chez Funifox, c'est pour ça qu'il était là. Il n'est pas tout à fait passé par là. Il y avait une raison pour laquelle il était là, mais c'était sympa de le voir sur cette vidéo-là également. Et on a diffusé également, je termine avec le reportage que Dorine a fait sur la journée presse Gigamic qui avait lieu en fin de semaine dernière. Elle a participé à cette journée presse. Elle nous a plein montré d'images de partout. Voilà, elle nous a montré les jeux qu'elle avait découverts, ses commentaires, vous les avez dans cette vidéo-là. Si vous avez loupé le live, parce que c'était en live, dans la même configuration qu'aujourd'hui, c'est sur notre chaîne YouTube, vous pouvez retrouver cette vidéo et avoir des informations sur les jeux qui sortiront chez Gigamic pendant les largement 6 prochains mois, voire davantage, parce qu'on a parlé de début 2024 également. On nous demande dans les commentaires quel jeu présentait Théo Rivière. Je crois que c'est Nautilus Island qu'il présentait sur notre chaîne. Et voilà. Et voilà, on arrive tranquillement. Je crois qu'on a réussi à faire le tour. Oui, on est sur la fin de cette émission. On a presque réussi à être dans les temps. Presque. Ah oui, il y a toujours beaucoup de choses à raconter et à parler. On va se quitter là. On va vous donner rendez-vous très rapidement pour de nouvelles émissions sur l'actualité ludique. Et puis d'autres choses, puisqu'il va y avoir d'autres choses sur nos chaînes. Bah oui, moi ce soir je suis en live sur Darwin's Journey. J'ai fait beaucoup de jeux familiaux là. Ah oui, non, Darwin's Journey. Oui, beaucoup de jeux Darwin's. C'est ça, Darwin's. Oui, j'ai fait beaucoup de... Ah oui, d'accord. Non, j'ai fait beaucoup de jeux Darwin's. Non, j'ai fait plus de jeux familiaux dernièrement. Et là, je vais pouvoir refaire du jeu plus expert. J'ai à nouveau des jeux à dispo. Donc, Darwin's, ça fait un bout de temps que j'en entends parler. Donc, on va voir ça. Ah, parce que tu n'y as pas encore joué. C'est ta découverte. Je suis très, très curieux d'avoir ton avis sur ce jeu. C'est la découverte en direct. Et pas moi aussi. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps de jeter un coup d'œil parce qu'on a du monde au chalet, mais je suis très curieux de le découvrir. Moi, de mon côté, là, je vais aller tourner une vidéo sur Cyclade, le jeu qui sera proposé en financement participatif le 30 juin, si je ne me trompe pas. Donc, très rapidement, on va découvrir également la nouvelle version que je connais un petit peu. J'ai eu l'occasion de la découvrir. Ça sera une vidéo qui sera disponible sur notre chaîne. On va vous rendre à votre vie et on va repasser, nous, à nos différentes activités. On a plein de choses à faire, donc plein de vidéos qui arriveront. On vous dit à très bientôt. À très bientôt. Salut.